Une saveur de nouveauté et de modernité pour la rentrée des classes à l'Institut Mazia Putu à Kolokoso dans la province du Kwango. Il y a eu la cérémonie des réceptions provisoires des travaux réalisés dans le cadre des 100 jours du programme d'urgence du chef de l'État avec la maîtrise d'ouvrage déléguée du Bureau central de coordination BSECO. Entré en fonction le 7 septembre 2019, le ministre des Finances, José Sélé Yalagouli, prend déjà la mesure de la tâche et surtout mobilise ses troupes. Il a réuni son administration et les responsables des régies financières pour une mobilisation optimale et croissante des recettes de l'État. Après le premier lot de 5000 poussins de chair réceptionné le 22 août 2019, le vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental, Jeannette Longa Mouswamba, a accueilli mercredi 12 septembre dernier le deuxième lot composé de 1200 poussins de chair pour le Daipen Lukelenge, grâce toujours au financement du FPI dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. Les détails de ces titres et de bien d'autres dans votre magazine de fiscalité et développement présenté par Didi Mavambu Nombolo Pepe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Très heureux de vous retrouver à travers ce nouveau numéro du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des questions économiques, des finances publiques et dossiers de développement en République démocratique du Congo. Nous démarrons cette émission à partir de la province du Kwango, précisément à Kolokoso, où il y a eu réception provisoire des travaux de reconstruction et de modernisation de l'Institut Mazia Putu, des travaux réalisés dans le cadre de 100 jours du programme d'urgence du président de la République grâce à la maîtrise d'ouvrage déléguée du Bureau central de coordination BSECO. Les explications de nos envoyés spéciaux à Kolokoso, Fabien Lubuluba Kayaka et Maker Fataki. Au nom de messieurs les directeurs généraux du Bureau central de coordination, BSECO en sigle, empêché pour raison de service, j'ai le réel plaisir de vous remettre les clés de l'Institut Mazia Putu, reconstruit grâce à l'expertise du BSECO dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi, qui fait de l'éducation la priorité des priorités, avec à la clé la gratuité de l'enseignement des bases. Avec cette cérémonie, l'Institut Mazia Putu dans le secteur de Kolokoso, situé à 90 km de Kenge, chef-lieu de la province de Kwango, vient d'effectuer un virage à 360 degrés vers la modernité. En vue de concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur de l'éducation, grâce à l'expertise du BSECO, 18 salles de classe, un bloc administratif et des installations sanitaires sont sortis des terres sur le site retenu. En guise de modernité, tous ces ouvrages sont construits en dur, portes et fenêtres métalliques, vitres, carreaux et faïences, plafonds en gyproc et toitures couvertes de tôles ondulées et les salles de classe équipées en bancs pupitres, les tout entourés d'une clôture. Avant la réception proprement dite, Basile Mongiri, délégué du BSECO à ces cérémonies, a inspecté un à un les différents travaux réalisés, contrat à l'appui, pour vérifier si tout a été fait selon les clauses du contrat et conformément aux règles de l'art. À la vue des résultats atteints, les bénéficiaires n'en croient pas leurs yeux. Ma réaction est très positive puisque elles ne sont pas nombreuses même dans la province du Kwango. Quand je prends le programme du gouvernement des 1000 écoles par an, la province du Kwango n'en a pas bénéficié. Si aujourd'hui, la sous-division urbaine de Kolokoso vient de bénéficier de ces complexes, nous en sommes très contents. Les bâtiments que vous venez récemment d'ériger, c'est pour que nous puissions en bénéficier. Nos enfants puissent étudier, qu'ils soient bien encadrés. Et heureusement, ces derniers temps, le gouvernement a songé et à nous, les fils de Kolokoso, pour que nous puissions vraiment récupérer un bâtiment pareil que vous venez d'ériger pour notre intérêt. Il y a l'augmentation d'élèves. Donc aujourd'hui, nous venons de recevoir plusieurs élèves. Nous pouvons aller jusqu'à même à 700 ou 800 élèves. Nous venons d'améliorer notre règlement intérieur
Et dedans là, nous allons voir, il y a des conditions que nous avons organisées. L'enfant ne peut pas toucher sur les murs, on ne peut pas casser des vitres, partout il y en a. Et on doit vraiment garder jalousement des toilettes et autre chose pour que ça puisse nous servir plusieurs années, que ça soit à un moment restreint, c'est pas bien. Pour parachever cette œuvre, l'entreprise a été invitée à corriger les quelques imperfections constatées avant la réception définitive. Créé en 1972, l'Institut Maziapoutou organisait les enseignements dans des hangars de fortune où les élèves étaient exposés à toutes les intempéries. Malgré cela, à chaque session des examens d'État, il faisait 100% des réussites. À ce jour, cette école non conventionnée compte plus de 500 élèves répartis dans les sections pédagogie générale et commerciale et gestion. Selon les responsables de ces secteurs à Colocoso, ces chiffres ira crescendo, ce qui va éviter la déperdition scolaire, situation qui n'a pas laissé indifférent les notabilités de Colocoso. D'abord, je remercie le chef de l'État car sans lui, on n'aurait jamais eu cette école. Et nous avons aussi vu les autres partenaires apporter leur soutien à cette école. Je suis très content du travail abattu ici au centre de Colocoso et j'en félicite le président de la République. Président de la République. Moi, je tiens d'abord à féliciter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour toutes ses réalisations dans notre territoire. La modernisation de l'Institut Maziapoutou est une première dans les Kwango en général et en particulier dans les Colocoso post-colonial. L'instant est immortalisé par une photo de famille qui a sanctionné la cérémonie. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu vendredi dernier la toute première réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement issu des élections du 30 décembre 2018. Plusieurs points ont figuré à l'ordre du jour de cette réunion, parmi lesquels l'effectivité de la gratuité de l'enseignement fondamental. Je vous propose de suivre un extrait de ce compte rendu avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, David Jolino Makelele, dans cet extrait choisi par Michel Wangilokwa Ngiwa. Pour le chef de l'État, le gouvernement doit mettre l'homme au centre de son action, selon sa vision, c'est-à-dire celle qui vise l'épanouissement de l'homme. Le président de la République a invité les membres du gouvernement au respect des valeurs morales et éthiques marquées par un comportement de lutte permanente contre la corruption et les antivaleurs, dont la concussion, le trafic d'influence, etc. Et que toutes les actions qu'entreprendra le gouvernement devront répondre aux attentes de la population et non à la recherche des intérêts personnels. Le président de la République a martelé que ce gouvernement sera celui qui marquera la rupture avec tout ce qui était négatif dans le passé. En ce qui concerne la gratuité de l'enseignement de base, le Conseil des ministres informe l'opinion nationale qu'elle sera effective dès ce mois de septembre, tel que décidé par le président de la République. Il a été souligné que la gratuité de l'enseignement de base voulue par le chef de l'État participe de l'égalité des chances. Double réunion du ministre des Finances, d'abord avec l'administration des Finances, puis avec les responsables des régies financières congolaises, aux uns et aux autres. L'Argentin national José Sele Yalagouli a communiqué sa vision pour une mobilisation accrue et maximale des recettes publiques. Images et commentaires, Ruben Mayonitia Kiyunga et Étienne Abenga Kumba Chuma. Une réunion de prise de contact avec Christophe Bitassi-Moi, secrétaire général aux finances. L'Argentin national a souligné que l'administration des finances constitue l'épine dorsale du cabinet et pas question de cassure entre le cabinet et l'administration, a relayé le secrétaire général aux finances. L'administration est l'épine dorsale du travail de l'État et qu'il va s'investir pour qu'il n'y ait pas cassure entre le cabinet et l'administration.
Donc l'administration va travailler la main dans la main avec le cabinet. C'est le message essentiel. Une autre réunion se scelle avec les responsables des services mobilisateurs des recettes. Adeo Guiza Maguera, Magui Sambiki Koutoué et André Ngoyav ainsi que Lili Mouvova, le ministre des Finances José Sele Yalagouli a souligné la nécessité pour les régies financières de mobiliser les recettes de l'État sous une nouvelle approche basée sur les actions correctives. En ce qui concerne les recettes, c'est un travail qui est accompli par les régies financières. Il fallait donc nécessairement les réunir pour les remercier parce qu'il faut reconnaître le travail qu'ils abattent. Mais il faut aussi reconnaître que nous n'avons pas encore atteint le plein potentiel des ressources qu'elles sont censées mobiliser. Donc il fallait les mobiliser autour de nouvelles approches pour permettre de prendre des actions correctives urgentes à mettre dans le cadre d'un chronogramme à moyen terme, d'abord à court terme, à moyen et à long terme, et voir ce que le gouvernement, au travers du ministère des Finances, peut leur apporter comme accompagnement en vue de faire le maximum parce que, comme vous l'avez suivi, le chef du gouvernement a fait un certain nombre de promesses sur base du programme à la population. Il faut beaucoup de ressources pour rencontrer ses ambitions. À l'occasion, l'Argentin national a annoncé la mise en place du projet d'informatisation des 3 régies financières pour une digitalisation de la déclaration fiscale. Le système fiscal congolais, il est déclaratif. Ça veut dire qu'il y a un pendant qui est le contrôle fiscal. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de recettes en termes de ce qu'on appelle en jargon technique les droits émis qui ne sont pas suffisamment mobilisés. Donc ça constitue une priorité à très court terme si on peut s'attaquer aux droits émis. Compte tenu dans le cas de ce qu'on appelle le solde débiteur, on peut accroître les recettes. Mais également, nous sommes en train de pouvoir lancer très rapidement le projet d'informatisation de 3 régies financières pour permettre de digitaliser d'abord la déclaration fiscale, mais également de créer une base de concertation entre les 3 régies, mais également entre les 3 régies et la Banque centrale et la direction du Trésor pour garantir une meilleure traçabilité des recettes publiques. Étaient de la partie lors de cette réunion quelques conseillers du ministre Sele, dont les attributions sont celles de la gestion des finances publiques dans ces 2 volets, recettes avec la chaîne de la recette et dépenses avec la chaîne de la dépense. Restons au ministère des Finances où son patron, José Sele Yalagouli, a accordé ses toutes premières audiences le jeudi 12 septembre 2019 au directeur général de la dette publique congolaise, Mawaka Lubembo, et à l'administrateur de la RDC à la Banque mondiale, Jean-Claude Tchatchouanga, en visite de travail à Kinshasa. Les détails de ces audiences avec Jean-Louis Miaseka Maloubaki et Etienne Abenga Kumbachuma. Un hôte de marque en RDC qui arrive à Kinshasa par le bus Ngobila ce mercredi 11 septembre 2019. L'administrateur de la RDC à la Banque mondiale, Jean-Claude Tchatchouan, est venu prendre langue avec les autorités congolaises. Et c'est tout naturellement qu'il est reçu par le gouverneur de la RDC à la Banque mondiale, le ministre des Finances, José Sele Yalagouli. Au total, je représente 23 pays d'Afrique au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale. Je suis venu à Kinshasa dans le cadre des consultations avec les autorités pour pouvoir recueillir leurs avis et leurs orientations sur le travail que je fais à la Banque mondiale. C'est très important de venir sur le terrain pour toucher du doigt les réalités et, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir les orientations des autorités. Il a bien sûr été question du portefeuille de cette institution de Bretton Woods en RDC. Au niveau du portefeuille, je dois d'abord signaler que nous avons un portefeuille important de près de 3,7 milliards de dollars. C'est le plus gros portefeuille des pays que je représente. Mais nous avons aussi discuté de comment on peut faire pour améliorer ce portefeuille et aussi augmenter la taille du portefeuille. La Banque mondiale compte appuyer la RDC dans certains domaines phares. La Banque mondiale peut beaucoup contribuer, d'abord sur les questions de capital humain, qui est une des priorités du chef de l'État. Donc nous sommes disposés vraiment à appuyer les autorités congolaises sur ce plan-là, mais il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles nous pouvons aider, comme l'économie numérique, les infrastructures, etc.
Également au centre des entretiens, le nouveau programme de coopération entre la RDC et la Banque mondiale dans les 3 prochaines années, comme l'explique le ministre. La banque est en train de définir les cadres de coopération pour les 3 prochaines années. Donc il fallait tout à fait que nous puissions échanger sur ce qui est en cours en termes de projet et comment nous pouvons envisager cette coopération dans les années à venir conformément aux priorités du chef de l'État. La dette publique congolaise a été au menu de la séance de travail du ministre des Finances avec le numéro 1 de la DGDP, Mawaka Lubembo. C'était une première réunion de prise de contact. Le nouveau ministre des Finances a voulu s'enquérir justement de la situation de la destruction de la dette publique, savoir exactement quels sont les enjeux en présence. C'est parce que, comme vous le savez, sur le plan de la gestion macroéconomique du pays, et la dette joue vraiment un rôle crucial. L'épineuse question de la dette intérieure a été également évoquée. Explication du directeur général de la dette publique. Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, il a souhaité que la DGDP, en tant qu'organe chargé justement de la gestion des questions liées à l'endettement du pays, puisse lui proposer des stratégies nécessaires pour justement régler ce problème de la dette intérieure. Qui paye ses dettes s'enrichit, dit-on. Le règlement régulier de la dette intérieure peut relancer en partie l'économie et surtout renforcer la crédibilité de l'État. Terminons avec les finances où le vice-ministre Junior Mata a reçu de jeunes entrepreneurs. Leurs échanges ont tourné autour des recommandations du dernier atelier sur les conditions légales de création d'entreprises. Au cours de cet atelier, le vice-ministre des Finances avait été l'un des formateurs, précisément pour le module sur les conditions d'accès au crédit bancaire. Il a pris connaissance de leur mémorandum et a promis d'y apporter des solutions. Je vous propose de suivre l'un de ces jeunes entrepreneurs au micro de Tien Abenga Kumba Chuma. Ainsi, nos recommandations ont été formulées de la manière suivante. A. Sur la capitalisation des acquis et recommandations pour l'amélioration du cadre légal de création des entreprises. 1. Les acquis. L'émancipation des mineurs, la réduction du coût lors de création d'entreprises, la sécurité des entrepreneurs, la facilitation d'obtention des financements, l'encouragement à l'intégration du secteur informel, la réduction des délais dans les processus d'obtention des financements, l'éradication de la lourdeur administrative. 2. Recommandations. Au sein du guichet unique de création d'entreprises, le rendre intégral, c'est-à-dire octroyer le document de fonctionnement pour tous les ministères sectoriels à un prix abordable et dans un temps record. Un service d'orientation avant la création d'entreprise, un service de suivi après la création d'entreprise, la mise en place des antennes de guichets uniques dans toutes les provinces et territoires et communes de la République démocratique du Congo, la mise en place d'un mécanisme d'accompagnement des jeunes entrepreneurs, définir un délai raisonnable pour qu'une entreprise arrive à payer l'impôt. B. Des recommandations et adaptation des conditions légales d'accès au crédit d'investissement en RDC. Alléger la procédure de financement des projets agricoles. Mettre en place des mécanismes de facilitation aux banques commerciales de financer les jeunes entrepreneurs. Créer une banque de crédit agricole et d'immobilier. Renforcer la société financière de développement, SOFIDE en sigle. Que les projets des jeunes entrepreneurs figurent dans les projets du gouvernement auprès de la Banque mondiale dans le cadre de projets de renforcement du secteur privé, la création d'un organisme de financement de projets d'investissement qui jusqu'alors n'existait pas et ne réglemente pas la législation congolaise. Que la Banque centrale, en sa qualité de régulateur, puisse fixer les taux directeurs raisonnables pour que les banques d'investissement de projets à long terme et ceux des jeunes entrepreneurs puissent avoir accès au crédit à un taux d'intérêt raisonnable. Excellence, Monsieur le Vice-ministre, nous sollicitons votre implication personnelle dans l'accélération d'une mise en place urgente d'un fonds de garantie pour les jeunes entrepreneurs. Dans la mesure du possible, soutenir l'intégration des entreprises de jeunes entrepreneurs dans la sélection du processus des passations des marchés publics par une disposition positive en leur faveur en tant qu'impulseurs de cette initiative. Que les jeunes soient aussi associés dans la gestion de ces fonds afin d'apporter leur expertise.
Et puis la Direction générale des douanes et accises DGDA a réceptionné le vendredi 13 septembre 2019 à son siège de la Gombe 3 nouveaux bus de marque Leyland acquis sur fonds propres. Ces bus ont été fournis par l'entreprise Central Motors en présence du directeur général de la DGDA, DE Rugwiza Magera, Jocelyn Babalomba, Fanfan Makitou Doma. Voici les 3 bus de marque Leyland de 60 places chacun qui viennent d'enrichir les charrois automobiles de la Direction générale des douanes et accises DGDA. Acquis sur fonds propres, ces nouveaux bus ont été fournis par la société Central Motors. Et c'est le patron de la douane congolaise, Deo Rugwiza Magera, qui a officiellement réceptionné ces engins roulants en présence de l'ensemble du personnel de cette régie financière. Occasion pour les champions de la mobilisation des recettes d'exhorter les douaniers à en faire un usage très utile. Le chauffeur qui sera choisi pour conduire ces bus doit se comporter en bon père de famille. Nous ne voudrions pas voir demain ou après-demain des bosses sur ces bus. Donc, longue vie à ces bus, meilleures conditions de transport à tout notre personnel. Un petit tour de vérification, question de se rassurer de l'état de ces bus, tout en appréciant le confort intérieur. Ces gestes posés par la haute direction de la DGDA, fruit des efforts déployés par l'ensemble des douaniers sous le leadership exemplaire de Deo Rugwiza Magera, va dans le sens de l'amélioration des conditions de travail de Gabelou. Car ces mobilisateurs des recettes, protecteurs des intérêts de la nation, doivent arriver à temps au boulot dans les meilleures conditions possibles. Puisque nous sommes dans le chapitre de finances publiques, sachez que ce secteur est aussi un service d'assiette, source de mobilisation des recettes non fiscales de l'État, ordonnancé et recouvré par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD. Voici donc les actes générateurs de recettes qui relèvent du secteur de finances. L'amende pour non-respect de la législation d'échange, le droit sur le renouvellement des débits comptables, le droit sur la récupération des sommes indûment payées par les trésors publics, les astreintes pour défaut ou retard de transmission des tableaux de synthèse exigés par le système comptable et enfin les droits sur le remboursement des créances des biens nationalisés. Rendons-nous momentanément dans le Congo profond après le premier lot de 5000 poussins de chair réceptionnés jeudi 22 août 2019. Le vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental, Jeannette Longa Muswamba, a accueilli mercredi 12 septembre dernier le deuxième lot composé de 1200 poussins de chair. Une action rendue possible grâce à l'intervention du Fonds de promotion de l'industrie FPI dans la ligne droite du programme de 100 jours du président de la République qui tient à la réhabilitation et à la modernisation rapide du domaine agro-industriel présidentiel de Lukelenge dans le Kasaï oriental. Images et commentaires de nos confrères du service de communication du FPI. Comme annoncé il y a de cela 3 semaines par le Fonds de promotion de l'industrie FPI, que l'approvisionnement de la ferme avicole de Daipen à Lukelenge en poussins de chair et de ponte se fera de manière graduelle et rapide. Et voilà, nous y sommes. Ce jeudi 12 septembre, c'est l'acheminement du deuxième lot de poussins, 1200 poussins de chair, accueillis par le directeur adjoint aux études du FPI, François Mpouila. Ce deuxième lot de poussins qui sera par la suite remis officiellement au vice-gouverneur du Kasaï oriental, Jeannette Longa Muswamba, qui a fait le déplacement pour le site de Daipen Lukelenge. Ce deuxième lot vient s'ajouter aux 5000 poussins réceptionnés il y a de cela 3 semaines, occasion aussi pour le vice-gouverneur de se rassurer de la prise en charge du premier lot. La surprise est détail, les poussins grandissent normalement. Le taux de mortalité, nous renseignent les aviculteurs, est négligeable, moins de 1%. Et d'ailleurs, apprend-on, ceux de chair sont même déjà comestibles. Et chaque jour qui passe, le Daipen Lukelenge continue à changer de visage et redonner espoir à la population est-kasaïenne.
Pour la population, tout ce que je dis, je commence d'abord avec la population ici à côté. On leur a déjà dit de libérer d'Aïpen. Ils doivent libérer d'Aïpen car c'est la présidence. Et puis pour la population de la ville de Mbuji-Mayi, le président de la République a pensé. Il a fait la même chose de ce qu'il a fait à Kin. Aujourd'hui, Daipen Mbuji-Mayi est en train de revêtir la belle robe. Bientôt, nous serons comme ceux de Kinshasa. Il y aura à manger, il y aura la viande, il y aura des œufs. Plus question d'aller importer, aller jeter les devises à l'étranger comme on le faisait dans son temps. Maintenant, on aura tout ici sur place. Et qu'il y aura aussi des légumes. Ils vont aussi travailler. J'ai vu qu'il y a un tracteur à côté. Et c'est pour vous dire qu'il y a plus loin, un peu plus loin, ils vont faire la même chose. Ils sont aussi dans le domaine des routes. Donc quand vous regardez la route qui mène d'Aïpen, ville de Mbuji-Mayi, ils vont pouvoir aménager tout ça. Nous disons merci à notre président pour avoir pensé à nous et tout va aller de l'avant avec FPI aussi qui est à côté. Aujourd'hui, deuxième lot, c'est pour confirmer qu'en décembre déjà, on aura des œufs et le mois prochain, on va commencer à acheter la viande ici, donc le poulet. Le Daipen Lukelenge sera dans un futur proche l'un des principaux pôles d'approvisionnement en aliments de qualité au meilleur prix pour la population de Mbuji-Mayi et du Kasaï oriental en général. À maturité, ce projet pourra produire près de 72 000 kilos de viande de poulet par an et 2,5 millions d'œufs dans l'année, mais aussi engendrer plus de 200 emplois, confirme François Mpouila, directeur adjoint aux études du FPI. Lorsque nous allons aborder la deuxième phase de ce projet, il y aura beaucoup d'emplois. Nous allons voir quelles sont les activités prioritaires qui vont être lancées. Nous avions parlé que nous aurons l'agriculture, nous aurons l'unité d'aliments pour bétail, nous aurons un abattoir, nous aurons une chambre froide, nous aurons une unité de production de légumes pour avoir les différentes sortes de légumes, des tomates, des biteku-teku, que sais-je encore. C'est pour vous donner une idée que ce projet est fait, c'est pour résoudre les problèmes de la main-d'œuvre, mais aussi les problèmes de la sécurité alimentaire. Pour rappel, la première phase de ce projet est totalement financée par le FPI à hauteur de 5,25 millions américains. Elle consiste en des travaux de réhabilitation et de modernisation des infrastructures, notamment la réhabilitation des fermes avicoles et les infrastructures associées. Et du jour au lendemain, la ferme avicole change de visage. LR Group s'emploie à sa rénovation. Ce processus de rénovation et de modernisation est continuel et l'opérationnalisation effective se fera dans un futur très proche, nous confirme Eyal Lelouch, directeur de développement de LR Group. Il faut impérativement que vous compreniez que nous travaillons en parallèle entre la réhabilitation des infrastructures et la production. Donc ça, c'est un gros challenge que nous avons ici en interne, puisqu'il faut que les éleveurs cohabitent avec les maçons et les peintres, etc. Et toute la technologie, tout le savoir-faire que LR Group amène au Congo dans ce projet du Daipen Lukelenge va arriver courant du mois de novembre, et nous allons ensuite réhabiliter au plus rapidement possible ces infrastructures pour pouvoir démarrer à pleine échelle ce projet dans les plus brefs délais. Signalons par ailleurs que cette action est rendue possible grâce à l'intervention du Fonds de promotion de l'industrie, le FPI, qui s'aligne dans la droite mire du programme d'urgence de son jour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à la réhabilitation et modernisation rapide du Daipen Lukelenge dans le Kasaï oriental. Rendons-nous à présent dans le sud du pays face à la pénurie en farine de maïs qui frappe depuis quelque temps la ville de Lubumbashi et les grandes villes du Haut-Katanga. Il s'est tenu du jeudi 12 au samedi 14 septembre 2019 une table ronde pour endiguer cette crise alimentaire. Quelles sont les résolutions de ces travaux? Lambert Yuma Ramazani, qui a suivi pour nous le déroulement de ces assises, nous en fait le résumé depuis Lubumbashi. Agriculteurs, opérateurs économiques, opérateurs miniers, acteurs politiques,
société civile. Tous ont été conviés à réfléchir sur la question de la dépendance du Haut-Katanga envers la République zambienne en ce qui concerne la farine de maïs particulièrement. Et c'était au cours d'une table ronde dressée par le gouvernorat de province et table ronde à laquelle l'université de Lubumbashi s'est jointe pour donner sa voix avec ses professeurs d'université en tant qu'experts. Pendant 3 jours, soit du jeudi 12 septembre au 14 du mois en cours, il fallait trouver des voies et moyens de nourrir la population haut-katangaise affamée depuis que la Zambie a fermé ses portes à toute sortie de son territoire de la farine de maïs, pourtant aliment de base de l'Ushwa et de plusieurs autres haut-katangais. Avec pour viser l'indépendance alimentaire, ces travaux se sont donc penchés sur la problématique de la production locale de maïs dans la province en vue de sa commercialisation par des Congolais pour couper toute dépendance alimentaire, notamment, nous l'avons dit, celle de la Zambie. Ainsi, un peu plus de 23 millions de dollars américains seront décaissés cette année par le gouvernement provincial pour initier, encadrer, encourager les agriculteurs, grands et petits, à produire du maïs sur des terres arables estimées à 15 000 hectares pour cette campagne agricole 2019-2020. Je tiens à garantir à toutes et à tous que je demeure celui qui veut voir notre province devenir une véritable terre agricole. Le Haut-Katanga sera le grenier de notre pays. Travaillons pour y arriver. Et c'est avec tout le monde que la province veut défier cette insécurité alimentaire. L'université de Lubumbashi, la première, se dit préoccupée par la mise en pratique des techniques apprises à la faculté. L'université fait partie de la société et comme telle, dans sa raison d'être, l'université, à part la formation universitaire, académique, la recherche, cette recherche doit être mise au service de la société. Quand on parle de la société savante, en fait, il s'agit d'une intelligence, parce que c'est de l'intelligence, de la conception d'une société qui avance, que vient évidemment le développement, le bien-être et le bien devenir pour les populations. C'est à partir donc de cette intelligence mise à la disposition de la société que celle-ci peut accéder aux meilleures solutions, aux solutions rationnelles pour son émergence. Les premiers bénéficiaires, les coopératives agricoles, se disent motivés. Nous, en tant que coopérative, nous sommes des producteurs. Et moi, j'étais dans l'atelier de la production. On vient de donner les contributions sur l'augmentation, mais aussi la technique d'approche par la sensibilisation, la structuration et l'organisation de cette communauté locale dans des coopératives. Depuis Lubumbashi, Lambert Yuma pour Fiscalité et Développement. Retour à Kinshasa, le monopole d'hier sur le marché des assurances appartient au passé et à la faveur de la libéralisation de ce secteur en République démocratique du Congo. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, est non seulement le régulateur, mais aussi l'animateur d'un secteur à haut potentiel pour un marché des assurances dynamique, inclusif, équitable et conforme aux standards internationaux. Voici les détails dans ces commentaires de Ruben Mayoni. Ntiaki Yunga. La République démocratique du Congo est l'un des derniers pays en Afrique ou au monde où l'activité assurantielle était réservée à un seul assureur. Pour ne pas en rester là, le gouvernement congolais a décidé de mettre fin à ce monopole, ce grâce à la libéralisation du secteur par la promulgation de la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances et en exécution de l'article 395 de la même loi instituant un établissement public à caractère technique doté de la personnalité juridique si dénommée Autorité de régulation et de contrôle des assurances, en abrégé ARCA. Un rêve d'hier, la libéralisation du secteur des assurances est aujourd'hui une réalité en RDC. Libéralisé, le marché est devenu concurrentiel et l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA en est l'animateur. En tant qu'une des réformes stratégiques du secteur financier du pays, la libéralisation du marché des assurances a comblé une lacune de ce même secteur, appelé à jouer le rôle d'intermédiation financière pourvoyeuse des ressources de financement à long terme
retrouvant ainsi son dynamisme comme sous d'autres cieux. Aujourd'hui, de nouvelles sociétés d'assurance ont vu le jour en RDC, brisant ainsi les monopoles longtemps observés au pays, dont l'artisan principal est l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA. Ainsi, les autres opérateurs agréés contribuent à la mise en place d'un secteur des assurances susceptible de répondre aux besoins des populations et des entreprises. Le souhait de l'ARCA est l'explosion d'un secteur des assurances à même de contribuer efficacement à la création d'emplois et de richesses, à la protection des biens, des personnes, des investissements privés et particulièrement à la promotion d'une classe moyenne et d'investisseurs congolais dans ce secteur financier et porteur en RDC, les besoins en termes de couverture assurantielle étant énormes, tant au niveau des entreprises que des particuliers. Par ailleurs, le processus de libéralisation du marché des assurances en RDC a été long et fastidieux, car les objectifs poursuivis étaient de mettre en place des bases solides afin d'avoir un marché moderne conforme aux standards internationaux en matière d'assurance et protégeant au mieux les intérêts des assurés et avoir des opérateurs de bonne qualité tant sur le plan de la solidité financière que de l'honorabilité. Aujourd'hui, force est de constater que la libéralisation du marché des assurances tant attendue est effective au grand bonheur de tous les Congolais. Pour la restauration de la culture des assurances absente dans le mental collectif du Congolais, l'ARCA compte sur les nouvelles sociétés d'assurance agréées qui ont la responsabilité de redonner confiance à la population en payant le sinistre et surtout dans les plus brefs délais. Pour cela, une association professionnelle des assureurs est en cours de constitution, l'ARCA étant partie prenante. Cette association devra créer une synergie dans l'information, la vulgarisation, la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation de l'assurance, ainsi que la formation au métier d'assurance. À travers les deux leviers, que sont la culture d'assurance et la formation à l'assurance, les bases de ce que sera le marché des assurances en RDC sont posées. Et l'ARCA est pleinement impliquée et est responsable de la réussite de cette grande réforme. C'est pourquoi, en tant que régulateur, elle se considère non pas seulement comme pilote ou arbitre, mais aussi et surtout comme animateur d'un secteur à haut potentiel auquel il faudrait donner forme et fond. Ainsi, grâce à l'appui du gouvernement, l'ARCA écrit l'histoire d'un marché des assurances dynamique, inclusif, équitable et conforme aux standards internationaux qui, dans les prochaines années, sera parmi les 5 plus grands marchés d'assurance de l'Afrique. Et puis les inspecteurs des impôts ont célébré avec faste le 30e anniversaire de leur structure. À cette occasion, une cérémonie a été organisée le samedi 7 septembre 2019 à l'hôtel Béatrice de Kinshasa dans la commune de Lagombe. Philo Bapeke Unkani Fanfan Makitu Doma. Béatrice Hôtel, commune de Lagombe à Kinshasa. C'est ici où membres de l'association des inspecteurs des impôts, promotion 89, ont célébré avec faste les 30 ans d'existence de leur structure. 30 ans d'expérience qui ne pouvaient passer inaperçus ont martelé les inspecteurs des impôts. Ils ont tenu à marquer d'une empreinte indélébile cet événement. Pour eux, les 30 ans de l'IGES 89 sont synonymes de l'expertise et des compétences acquises au sein de l'administration fiscale, y compris la paix sociale au sein de cette structure, a souligné son président. Au plan professionnel, 30 ans de carrière que nous célébrons aujourd'hui se sont déroulés généralement dans le cadre, sans compter les aléas inhérents à la vie de fonctionnaire. Mais grâce à l'expertise et aux compétences acquises, certains membres de l'IGES 89 ont été appelés à exercer de hautes fonctions dans d'autres institutions de l'État congolais. Un témoignage éloquent, vérifiable. Les membres de cette association sont soudés et vivent en parfaite harmonie et ont contribué énormément pour les biens du pays. Nous devons faire de l'inspection un creuset d'intelligence. 30 ans, c'est peu, mais c'est beaucoup. Il y a des gens qui sombrent en une année, il
Il y a des gens qui réussissent à 20 ans, 30 ans, mais la réussite que vous venez de nous trouver aujourd'hui, chers amis inspecteurs, nous convainc et nous rassure que lorsque un travail est bien fait, il produit des bons résultats. Créée en 1989 par l'ensemble des membres des corps d'élite de la DGI, cette association regroupe différentes personnalités qui travaillent jour pour jour pour l'intérêt de la RDC. 30 ans de carrière, ce n'est pas du tout facile. Quelle que soit la carrière d'ailleurs. Mais lorsque on considère le cadre dans lequel vous avez évolué, la Direction générale des impôts aujourd'hui, lorsqu'on considère le contexte également, qui est un contexte difficile parce que nous savons très bien ce que représente comme difficulté le travail qu'il fait à la Direction générale des impôts. Et je pense que ça ajoute énormément de mérite au fait que 30 ans après, vous soyez encore là. Nous avons voulu nous rappeler, entre nous, que nous venons de loin, que ça fait 30 ans que nous travaillons pour notre pays et que nous nous réjouissons puisque nous avons beaucoup apporté à ce pays, bien que les gens ne voient pas beaucoup ça. Ils critiquent toujours les fonctionnaires. Mais satisfaction et espérance dans l'avenir et espérance dans la jeunesse, surtout. En fait, c'est une grande joie pour la promotion. Parce qu'en fait, on a commencé tout jeune. Je pense pour la plupart, on avait moins de 30 ans, à part les aînés qui étaient là aussi. Et aujourd'hui, 30 ans après, si on fait un inventaire par rapport aux fonctions qu'on a exercées, par rapport à ce que Dieu a fait comme grâce dans cette grande famille IGES 89, nous avons vraiment l'honneur de dire que c'est une grande joie pour nous, par rapport à ce que Dieu a fait en nous. 30 ans s'il y a 10 ans, on serait déjà à la retraite parce que c'était le nombre d'années qui était retenu pour qu'on aille à la retraite. Mais voilà que comme on a ajouté encore 5 ans, on a encore 5 ans, donc vous voyez que c'est toute une vie, c'est toute une carrière passée à l'inspection. Quelles sont les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur le principal grand marché de Kinshasa au samedi 14 septembre 2019? La réponse dans cet élément préparé par Naomi Makwela Echune dans un rendu signé Philo Bapeke Unkanyi. Si les prix de certains produits ont connu une hausse, d'autres par contre sont restés stables sur les différents marchés de Kinshasa. Concernant le poisson chinchard, appelé communément piodi, le prix d'un carton de 20 plus 30 kg a connu une hausse passant de 91 500 francs congolais à 92 500 francs congolais, soit 1000 francs congolais de plus par rapport à la semaine passée. Nous sommes au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Même tendance au marché central de la commune de la Gombe où les prix du même produit est passé de 92 000 francs congolais à 93 000 francs congolais. Au marché Zigida, dans la commune mère de Kinshasa, un carton de poisson chinchard qui coûtait 93 000 francs congolais se négocie actuellement à 94 000 francs congolais. Au marché Gambela, dans la commune de Kassavubu, un carton de poisson chinchard qui coûtait 93 000 francs congolais coûte actuellement 93 500 francs congolais. Cette hausse de prix des poissons chinchard est due à sa rareté sur les marchés justifiés par une baisse d'importation de cette denrée alimentaire de grande consommation. Concernant les haricots, le prix d'un sac de 100 kg a connu une légère hausse. Il est passé de 140 $ américains à 145 $ américains, soit 5 $ américains de hausse au marché de la Liberté. Au marché central, les mêmes produits est passé de 130 $ américains à 140 $ américains, soit 10 $ américains de plus. Au marché Zigida, pour obtenir un sac de haricots de 100 kg, il faut débourser 130 $ américains. Et enfin, au marché Gambela, un sac de haricots se vend actuellement à 140 $ américains. Cette hausse des prix s'explique par le fait que la plus grande partie des stocks de haricots arrive par avion et non par bateau comme auparavant. L'avion étant un moyen de transport plus cher que le bateau. Pour d'autres produits secs,
Les prix d'un sac de foufou en provenance du Kwilu et du Congo central a connu une légère hausse. Il est passé de 70 000 francs congolais à 75 000 francs congolais, soit une augmentation de 5 000 francs congolais. Nous sommes au marché de la Liberté. Même constat fait au marché central où les mêmes produits est passé de 80 000 francs congolais à 85 000 francs congolais. Au marché Ziguida, on peut l'obtenir à 90 000 francs congolais et légère hausse au marché Gambela où les mêmes produits est passé de 80 000 francs congolais à 87 000 francs congolais. Cette hausse de prix du manioc est due à sa rareté sur les marchés de Kinshasa causée par la multiplicité des taxes auxquelles sont confrontés les commerçants ainsi qu'à l'état de délabrement des routes de dessert agricoles. Du côté de l'huile végétale, les prix d'un bidon de 10 litres n'a pas bougé d'une semaine à l'autre à 23 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, légère hausse du prix ou ce même produit qui est passé de 22 300 francs congolais à 22 500 francs congolais. Au marché Ziguida, il se vend à 22 000 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, un bidon d'huile de 10 litres qui coûtait 23 700 francs congolais s'est négocié actuellement à 24 000 francs congolais. Bouclons ce tour d'horizon des prix avec le sucre. Les prix d'un sachet de 5 kg a connu une hausse. Il est passé de 6 500 francs congolais à 7 000 francs congolais, soit 5 000 francs congolais de plus par rapport à la semaine passée au marché de la Liberté. Même tableau au marché central où les mêmes produits est passé de 7 000 francs congolais à 7 300 francs congolais, soit une augmentation de 300 francs congolais. Au marché Ziguida, un sachet du sucre de 5 kg a maintenu son prix de la semaine passée à 7 500 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, on peut l'obtenir à 7 350 francs congolais. Selon les informations recueillies par les différents marchés de Kinshasa, cette hausse du prix du sucre est due à la dépréciation du franc congolais par rapport aux devises étrangères. Voilà donc les tendances de prix des quelques denrées alimentaires collectées du lundi 9 au samedi 14 septembre 2019 sur le principal marché de Kinshasa. Puisque nous avons une idée générale sur les tendances de prix des denrées alimentaires de grande consommation sur le marché de Kinshasa, voyons à présent ce que nous renseigne l'Institut national de la statistique INES sur l'indice de l'inflation hebdomadaire du 9 au 14 septembre 2019. Le rendu est de Myriel Makiese Loutina. L'inflation hebdomadaire du 9 au 14 septembre 2019 est de 0,075% au niveau national et 0,045% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix des articles d'ameublement, des appareils de communication, des produits d'entretien courant des logements et de quelques produits pharmaceutiques. En cumul, l'inflation a atteint 2,912% au niveau national et 2,735% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 4,117% au niveau national et 3,868% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 4,413% au niveau national et 3,973% à Kinshasa. Sur le marché d'échange, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 13 septembre 2019 un dollar américain à 1653,99 francs congolais, un euro à 1826,88 francs congolais et un franc CFA à 2,78 francs congolais. Au samedi 14 septembre 2019, au parallèle, le taux était à 1650 francs congolais le dollar américain dans la plupart des communes de Kinshasa et à 1677 francs congolais le dollar au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international de Njil, le taux demeure depuis plusieurs mois à 1600 francs congolais, 1650 francs congolais et le taux observé dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. Nous sommes à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, où le dollar américain s'est négocié à 1600 francs congolais, 1620 francs congolais à Isangi dans la Chopo.
À Mbujimaï, dans le Kasaï oriental, le dollar américain s'est changé à 1630 francs congolais et les pics du taux de change à l'intérieur du pays a été observé dans plusieurs villes du pays, notamment à Beni dans le nord Kivu, à Matadi dans le Congo central et à Kananga dans le Kasaï central, où la devise américaine s'est négociée à 1650 francs congolais. On prend à présent les nouvelles de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 14 septembre 2019 avec Ruben Mayoni. Intia Kiyunga. D'une semaine à une autre, les cours de matières premières sur le marché international évoluent en dents de scie. Après une semaine de hausse, le prix du baril du pétrole a coûté 60,12 $ américains à Londres, en baisse de 0,61%, même à New York, où le même baril s'est négocié à 54,82 $ américains, soit une baisse également de 0,62%. Sur le marché des produits miniers, les prix de la tonne du cuivre est en hausse de 0,12%, se vendant à 5 803,25 $ américains, à 35 975,50 points. La tonne du cobalt a terminé la semaine en hausse de 2,90% et reprend de plus en plus du poil de la bête. L'once d'or, de son côté, est en baisse de 0,52% pour se situer cette semaine à 1490,90 $ américains. Côté produits agricoles, la tonne du maïs est en hausse de 2,08%, se négociant à 356 $ américains. Le prix de la tonne du blé est en hausse de 1,73%, se vendant à 486 $ américains. Celle du riz est à 11,97 $ américains, en hausse de 1,06%. Et puis à 103 $ américains, le prix de la tonne du café est en baisse de 0,63%. Celle du cacao s'est vendue à 2337 $ américains, en hausse de 1,43%. Et enfin, la tonne du coton a bouclé la semaine en forte hausse de 3,81%, se vendant à 62 $ américains. Voilà qui met terme à cette édition de Fiscalité et Développement. Et merci de nous avoir suivis à Kolokoso dans le Kwango, à Kalemi dans le Tanganyika et à Lukula dans le Congo central. Restons branchés en compagnie de cette chaîne.